Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi les équipes projets présentent-elles aussi des dangers ? Lorsqu'une entreprise cherche à développer des nouvelles offres, des produits inédits, elle met souvent en place des équipes dédiées et c'est ce qu'on appelle justement des équipes projets. Alors cela permet de s'affranchir, du moins temporairement, des règles, des budgets, des normes, des procédures qui sont en général indispensables au bon fonctionnement d'une organisation, mais qui peuvent brider la créativité et empêcher parfois d'aboutir à des solutions originales. Ces équipes projets viennent le plus souvent de services et de fonctions diverses. Elles sont en lien direct avec la direction générale. Il y a donc moins de barrières hiérarchiques et réglementaires. A priori, l'idée semble bonne et pourtant. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School et pourtant, disais-je, car il y a deux écueils qui menacent ces équipes projets. Lesquels ? Oui, vous avez raison. Le premier écueil, en fait, des équipes projets, c'est est-ce qu'il faut qu'elles soient exclusives ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut affecter les gens de l'équipe projet à temps plein sur l'équipe projet ou à temps partiel ? Souvent, on se dit qu'il vaut mieux qu'ils soient à temps partiel, parce que ils ont quand même leur travail à faire, et ils resteront comme ça connectés avec ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, c'est problématique, en fait. C'est une tendance qui est problématique, parce qu'il y a une règle qui marche à tous les coups, et je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué, c'est que l'ordinaire l'emporte toujours sur l'exceptionnel. Le quotidien l'emporte toujours sur l'exceptionnel. Si vous avez quelque chose d'exceptionnel à faire sur une durée longue, mais vous avez par ailleurs votre travail quotidien à faire, petit à petit, le quotidien va manger l'exceptionnel. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire la première réunion d'équipe projet, tout le monde sera là, ça. Et puis à partir de la 2e ou 3e réunion, il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah, je suis embêté, la prochaine réunion, je peux pas venir parce que j'ai un truc super urgent à finir, à boucler, là, tu comprends, mais je reviendrai. » Et puis après, il y en a un deuxième qui va vous dire « Ah ouais, mais là, j'ai un budget qui doit... » Et puis au bout d'un moment, le quotidien, petit à petit, va grignoter l'exceptionnel. Et donc malgré eux, ils finiront par se désengager ? Oui, voilà, la structure quotidienne de fonctionnement normal de l'organisation est quand même très prégnante. Vous l'avez dit, faire l'équipe projet, c'est sortir justement de ces règles qui font le fonctionnement habituel de l'entreprise pour avoir des idées différentes. Le problème, c'est que ces règles, elles sont très importantes dans l'inconscient collectif. Et donc, elles peuvent avoir tendance à manger ce qui se passe dans l'équipe projet. Et donc, si vous êtes qu'à temps partiel, le risque à temps partiel, c'est que petit à petit, le quotidien de l'entreprise va finir par l'emporter sur l'exceptionnel de l'équipe projet. Oui, puis c'est quasi schizophrénique, en fait, de dépendre de certaines règles dans une équipe particulière et d'autres règles, d'autres modes de fonctionnement dans une autre équipe. Comme si on avait deux personnalités dans la tête et le matin, on était avec l'une et l'après-midi avec l'autre, ça finit pas toujours très bien, ce genre de choses. Alors justement, pour s'assurer que les équipes soient entièrement dédiées, puisque ça a l'air d'être important, certaines entreprises créent d'ailleurs des entités autonomes qui sont physiquement, parce que c'est important que physiquement, elles soient séparées de l'activité principale. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, c'est quelque chose qui a été pas mal utilisé. C'est ce qu'on appelle en anglais les spin-offs. En français, on appelle ça des isolats. Et ça consiste effectivement à sortir complètement l'équipe projet de l'entreprise pour pas qu'elle soit, entre guillemets, contaminée par les procédures, les budgets, etc. Et qu'elle ait plus de latitude pour inventer des choses nouvelles et que le quotidien ne l'emporte pas. Alors, il y a des exemples célèbres. Parmi les exemples les plus célèbres, vous avez l'IBM PC. Donc, à la fin des années 70, IBM se rend compte que les barbus chevelus de la Silicon Valley vont finir par faire des ordinateurs qui pourraient lui porter tort. Et donc, ils disent, il faut qu'on lance nous aussi un micro-ordinateur. Alors, il faut une étude en interne. C'est une entreprise très sérieuse, très efficace, IBM. Et tous les départements disent, oui, on peut faire un micro-ordinateur, c'est pas un problème. Mais étant donné les procédures de certification qualité, de vérification fournisseur, d'accréditation, etc., ça prendra 3 ans. Et 3 ans dans la micro-informatique, c'est beaucoup trop long. Et donc, vu qu'on peut pas le faire en interne parce que la lourdeur de l'organisation, mais son bon fonctionnement aussi, fait que ça prendrait trop de temps, ils vont décider de créer une équipe projet. Et donc, le dirigeant va prendre un ingénieur particulièrement talentueux et reconnu en interne, monsieur, il s'appelait Don Estridge, et il va lui dire, bon voilà, monsieur Estridge, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que je vous ouvre une ligne de crédit illimitée sur la trésorerie d'IBM, qui à l'époque était l'entreprise la plus riche du monde quand même, sympa.
Avec ça, vous allez créer une entreprise où vous voulez aux États-Unis. C'est pas mon problème, vous vous installez où vous voulez, vous recrutez qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais je veux que dans 18 mois, sur mon bureau, ici, il y ait un prototype industrialisable immédiatement d'un micro-ordinateur IBM. Donc séparé. Alors, bon, Estridge va appeler un certain nombre de copains qu'il avait chez IBM. Une obligation de résultat, en fait. Bah ouais, donc tous ensemble, ils vont se dire, tiens, on va se mettre en Floride, parce que tant qu'à faire, c'est sympa. Et puis, on sera loin de la Californie avec les barbus chevelus. Et ils commencent à dire, bon, ok, il nous faut un système d'exploitation. Alors, ils appellent le service système d'exploitation d'IBM. Est-ce que vous pouvez nous en faire un? Ah oui, mais 3 ans. Aïe. Il nous faut un microprocesseur. Ah, on peut vous en faire un, mais 3 ans. Aïe. Et donc, c'est eux qui vont avoir l'idée de dire, dans ce cas-là, vu qu'on peut pas l'obtenir en interne, on va le sous-traiter. Et c'est eux qui ont eu cette idée complètement oblique à l'intérieur d'IBM, qui n'aurait jamais été envisagée avant, d'aller chercher le système d'exploitation chez Microsoft, d'aller chercher le processeur chez Intel, et ainsi de suite. Et ils vont réussir en moins de 18 mois à avoir un micro-ordinateur commercialisable. Et quand Estridge va revenir dans le bureau du directeur en présentant donc le premier prototype, voilà, ça s'appelle un IBM PC, ça fonctionne, on peut le lancer. Et bien le directeur va dire, ok, à partir de là, je prends 2 décisions, monsieur Estridge. La première, cette entreprise que vous aviez créée, où ça? En Floride, tant mieux pour vous, elle est dissoute, elle n'existe plus. Deuxième chose, je crée immédiatement la division micro-informatique chez IBM, et vous en êtes le directeur. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, on siffle à la fin de la partie, le spin-off, l'équipe projet, c'est terminé. Maintenant, vous rentrez dans les clous de l'organisation normale. Mais pendant cette époque-là, vous avez été complètement en dehors du jeu et vous avez pu avoir des idées transversales. Alors, il y a quand même un deuxième écueil qui tient à la composition même de l'équipe projet. Expliquez-nous. Oui, ça, c'est vraiment un écueil un peu pervers. C'est que si vous dites, je vous propose de faire partie de la nouvelle équipe projet qui va réfléchir à la stratégie de votre entreprise pour 2035. Imaginez que vous êtes dans votre entreprise sur une trajectoire ascendante, vous avez très bien réussi jusque-là, on vous apprécie beaucoup dans votre entourage, vous voyez déjà quel poste vous allez avoir pour la prochaine promotion, enfin tout se passe très très bien pour vous. Est-ce que vous avez très envie de sortir complètement du jeu, quelquefois dans un spin-off extérieur, on ne sait pas trop où, pour rentrer sur un projet qui va peut-être rater? C'est peut-être pas la première chose qui vous viendra à l'esprit. En revanche, qui va être plutôt tenté d'y aller dans les équipes projet? C'est ceux qui trouvent pas leur place dans l'organisation telle qu'elle est, ceux qui ne sentent pas qu'ils ont une promotion assurée l'année prochaine, ceux qui n'ont pas forcément une image que tout le monde apprécie, parce que là, ils vont avoir une possibilité de sortie pour justement essayer de redorer un petit peu leur blason. Et les responsables de service délesteront plus facilement aussi. Oui, le phénomène est renforcé par le fait que si vous dites à un directeur, est-ce que tu pourrais m'envoyer ton meilleur élément dans l'équipe projet pendant 2 ans, détaché complètement? Ça ne va pas lui plaire. Le meilleur élément, peut-être pas, j'ai peut-être envie de garder mes meilleurs éléments parce qu'ils me sont très utiles. En revanche, si, je vois bien qui je vais t'envoyer. Tu vas voir, c'est quelqu'un de très bien, tu vois. Je vais t'envoyer quelqu'un, tu vois. Et en fait, ça sert à se débarrasser de ceux dont on veut plus parce qu'on n'arrive pas à bien les intégrer. Donc, quel est le risque sous-jacent? Le risque, c'est que vous vous retrouvez avec une équipe de marginaux qui sont des gens qui n'ont pas leur place normale dans l'entreprise. Alors, c'est peut-être pas forcément mauvais pour l'innovation, parce que justement, ils vont être en dehors des règles, et ils vont peut-être avoir des idées vraiment bizarres et nouvelles qu'on n'aurait pas envisagées. Oui, ça n'entache pas forcément la qualité future pas nécessairement. de Là où c'est beaucoup plus embêtant, c'est en termes de légitimité. C'est-à-dire qu'une équipe projet qui est composée que de gens qui n'étaient pas bien insérés dans le système, l'image qu'ils vont avoir va avoir un impact sur l'image du projet. Et c'est pour ça que généralement, on cherche plutôt à prendre des gens talentueux dans les équipes projet, mais il faut trouver la solution pour le faire. Il faut les assurer que quand ils reviendront, il n'y aura pas de problème, que l'échec ne sera pas sanctionné, et puis aussi, bien évidemment, que la trajectoire normale d'un futur dirigeant, d'un manager qui réussit, doit passer par une équipe projet. Oui, alors que justement, comment éviter cet écueil de façon plus systématique? Parce que juste promettre qu'il retrouvera sa place, c'est même pas satisfaisant, parce qu'on peut aussi considérer que il y aura une cassure, Bien sûr. On ne va pas évoluer pendant ce temps-là. Ouais. Donc, comment faire pour que ça devienne systémique, en fait? Dans pas mal d'entreprises, vous avez des trajectoires de succès, en fait. Dans certaines entreprises, il faut passer par telle filiale étrangère, par exemple, pour pouvoir prétendre, pour pouvoir prétendre à une carrière parmi les dirigeants. Il suffit de rajouter un élément de plus à une carrière de dirigeant. Un dirigeant doit être passé par une équipe projet à un moment. Et donc, les gens ambitieux, les gens qui réussissent, ils savent que ça fait partie du pédigré normal, ça doit être sur leur CV, et donc, ils chercheront plus facilement à le faire. Et donc, potentiellement, les hauts managers se porteraient volontaires. En tout cas, ceux qui sont bien dans leur poste, parce qu'ils savent que ça fait partie de leur promotion future.
Et les chefs de service accepteraient qu'ils s'en aillent. Ça, c'est un Alors autre ça, c'est problème. encore autre chose. Après, vous pouvez trouver un autre système qui consiste à dire qu'on va évaluer les directeurs de service sur leur capacité à identifier les vrais profils de compétences de leurs subordonnés, que vous mesurez comment, je vous le donne en mille, à la qualité des gens qu'ils envoient dans les équipes projet, bien sûr. Effectivement. Merci beaucoup, Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!